Raymond Polo, bonjour. Bonjour. Tu es chirurgien, membre de l'Académie nationale de chirurgie, et tes interventions en séance ont souvent été remarquées. Alors, tu as exercé la chirurgie de 1959 à 2009. Et il nous a paru intéressant que tu puisses nous raconter ton parcours, et puis maintenant, et ensuite tes points de vue sur l'évolution de notre métier. Donc, tu es originaire de Nancy, c'est ça? Metz, oui. Metz, pardon. Alors, tu as choisi la médecine parce que tu avais dans ta famille des médecins ou des amis, des gens qui t'ont inspiré? Non, parce que j'ai connu trop de malheurs. C'est-à-dire? Et avec la guerre, durant ma jeunesse, les aléas de la vie, et finalement, l'option de faire médecine est apparue, je n'y ai même pas réfléchi. Tout d'un coup, je me suis inscrit au PCB. D'accord. Voilà, et je raconterai pourquoi ça m'est appelé, ce besoin d'aller vers les autres et de faire ce beau métier. Mais raconte-nous. Et ben voilà, moi je suis né le 18 août 1936, d'un père italien né en Allemagne. Ses parents avaient émigré du Frioul, qui était la région la plus pauvre d'Italie, pour participer à la construction des voies ferrées en Allemagne. Tous les Italiens ont été virés par les Allemands et sont retournés dans leur pays, où mon père donc avait à ce moment-là, il n'y a rien, le village était trop pauvre pour les nourrir. Il s'est mis à travailler aussitôt, très jeune. Et à l'âge de 18 ans, il est venu en France, chez un oncle qui était déjà installé, italien bien sûr. Il est parti faire son service militaire en Italie dans les Bersaglières et il est revenu à 22 ans. Et il a d'emblée été un auto-entrepreneur, donc ça existait donc déjà à cette époque-là. Il était dans le terrazzo, le granito, qui est une des spécialités du Frioul. Ma mère était pratiquement une émigrée aussi, parce qu'elle est née allemande, en Lorraine. Elle est devenue française en 18 par réintégration. Elle est redevenue allemande en 40 quand la Moselle a été annexée. Elle est redevenue française définitivement en 45. Tu as vécu toute la période de la guerre. Voilà. Voilà. À Metz. Alors c'est important parce que donc en 1936, la guerre d'Espagne battait son plein. Les Stukas se cassaient un peu tout. Nous, en France, malheureusement, le Front populaire s'appuyait sur la ligne Maginot en espérant freiner l'entrée des Allemands. La ligne Maginot s'arrêtait aux Ardennes parce qu'on pensait que jamais ils pourraient passer. Et avec leurs Panzer, ils ont contourné, ils ont abattu des arbres et ils sont arrivés dans le dos de la ligne Maginot. Et ça a été un massacre. Et donc, de tout gosse, moi, j'ai un peu retenu ça et je me suis dit, voilà, les Allemands fabriquent un Stukas par jour et nous, on le Front populaire, une semaine de congé payé de plus, on allait se promener le long de la Seine ou de la Marne en tandem et on comptait sur la ligne Maginot pour nous défendre. Et puis hop, 40, c'est terminé. Metz, la Moselle et l'Alsace deviennent allemands. Et ça, je tiens à le dire réellement, ça n'a pas été annexé, on est devenu territoire allemand. Parce que le Gauleiter, donc le préfet de cette région-là, a dit à Hitler, on ne va pas faire la même erreur qu'en 1870, il faut que ça devienne un territoire allemand. Donc avec Vichy, ils sont entendus et tous les habitants de la Wehrmacht, les jeunes un peu plus âgés que moi, ils étaient vraiment malgré nous, parce que les quelques-uns qui avaient déserté et qui avaient été repérés, les parents ont été emmenés à Auschwitz. Donc c'est terminé, la Wehrmacht, les fils préféraient aller à la Wehrmacht que de voir leurs parents aller en camp de concentration. Et donc, toi et tes parents, vous êtes restés à Metz? On est restés à Metz. Et mon père étant italien, on avait un statut comme les Allemands. Bon. Et alors là, j'ai connu la première souffrance humaine. En 1942, mon père a continué à exercer sa petite entreprise de granito. Et quand les sacs arrivaient de 50 kilos par wagon, on pouvait embaucher des prisonniers russes pour les décharger. Et moi, à ce moment-là, j'avais 6 ans, et je voyais ces pauvres gars qui me voyaient petit, en pensant peut-être qu'ils avaient des gosses comme moi à la maison. J'ai vu la tristesse dans leurs yeux, et ma mère préparait un gros casse-croûte à 10 heures, elle me disait, va leur donner. Alors là, je voyais un peu de lumière dans leurs yeux. Voilà, ce petit côté humain. Et donc en 1940, école maternelle avec une institutrice allemande et l'école primaire
à 6 ans avec des institutrices italiennes venues d'Italie. Et à ce moment-là, j'ai fait 2 années à l'école italienne, et tout se passait normalement à Metz, puisque pour les troupes allemandes et italiennes, c'était le succès, la Libye pour les Italiens, et la Russie, 1 million de prisonniers, etc. Et puis bon, moi enfant, je disais, bon, ben, on a eu l'impression que rien ne se passait pour un gosse. Malheureusement, en 1943, on a vu le drame, le plus jeune frère de ma mère mort dans la Wehrmacht en Russie, le plus jeune frère de mon père mort en Russie dans les troupes italiennes. Et c'était donc, là c'était le début du drame. J'ai senti vraiment cette misère-là. Et en 1944, comme nous habitions près d'un grand dépôt de la voie ferrée, près de l'aéroport, bon, mon père a décidé qu'on descende s'installer dans la cave. Dans la cave où on a mis nos matelas sur les anciennes planches à pommes de terre. Et puis on a vécu donc l'année 44-45 dans la cave en tant que gosse. Avec les bombardements. Avec les bombardements, avec des jeunes amis à moi, des copains de classe qui ont été tués dans ces bombardements. Je me rappelle, bon, un jour, puis mon père qui était quelqu'un de très costaud, il en a dégagé quelques-uns avec le burin comme il a pu, mais il y en avait quand même 3 ou 4 avec qui j'allais en classe qui étaient morts. Et puis arrive à ce moment-là, à la fin de la guerre, les Américains ont pu venir traverser la Moselle avec beaucoup de pertes, et ils sont arrivés à la hauteur de chez nous, où il y avait une artillerie anti-aérienne faite par les Allemands, et les Américains sont donc montés là, et puis du coup, les soldats allemands qui étaient là en campement ont allumé leur campement, et sont partis dans un fort un peu plus loin, et on a vu débarquer à ce moment-là les Américains. Notre maison était tout près, bon, ils ont enfoncé une porte, et ils sont descendus à la cave, alors on a dit French, tout ça, bon, et c'était la libération. Alors cette libération, elle s'est quand même faite, ma mère a fait un rhumatisme articulaire aigu en 1943, elle en a gardé des lésions mitrales, mais elle a quand même vécu jusqu'à 82 ans, et mon père, à partir du moment où Badoglio avait rompu l'accord avec les Allemands, il était plus considéré comme... Il a dû se cacher la dernière année. Donc, il a fait un ulcère de stress, il a maigri de 15 kilos. Et finalement, il s'est guéri comme antiacide avec de la bile de bœuf. Donc, tous les jours, il prenait de la bile de bœuf. Donc, il faut le faire. Hein, bon. Oh. Et finalement, il a repris du poids de la bête, et puis il a repris ses activités après-guerre. Et alors moi, là, donc, je suis allé à l'école primaire, qui a ouvert très tôt. J'ai été surpris, alors que certains Allemands tenaient encore un fort au-dessus de Metz, l'école primaire, où là, j'ai rencontré 2 instituteurs superbes, Madame Dely et Monsieur Théobald. Ils m'ont tout appris. Parce qu'à la maison, il n'y avait pas de bibliothèque. Il n'y avait que le Larousse. Voilà. Et alors là, ces 2 instituteurs qui faisaient partie de l'ancienne truc ont tout appris et m'ont donc présenté à l'entrée en 6e. Sur la classe, on n'a été qu'à 2 à rentrer au lycée. Les autres, à l'âge de 14 ans, sont tous allés travailler. Je me rappelle mes petits copains là, avec qui je suis resté longtemps copains. À 14 ans, ils allaient à la mine de Fauquemont, à la mine de charbon, pas dans le fond. Le bus venait les prendre le matin à 5 heures, ils étaient là grelottant avec leurs petites musettes. Et ils partaient à Fauquemont, travailler sur le terreau pour les préparer à être mineurs après. Alors là, je passe en 6e au lycée, mes belles années de lycée. J'ai eu le prix d'excellence régulièrement. Et contre le petit côté comique, toujours le premier prix de religion et de gymnastique. Religion, pourquoi? Parce que le statut de là faisait qu'il y avait un prof, il y avait soit catholique, pasteur ou rabbin. Et c'était donc des cours de religion qui étaient en même temps sur l'histoire des religions et un peu de philosophie. Enfin, j'aimais ça. Je prenais quelques notes et lors de la composition, j'ai été l'un des rares, donc j'ai eu pour la petite histoire, vraiment. Enfin, ça fait quand même partie d'une certaine formation d'esprit. Alors, du coup, tes études avancent et il faut faire un choix. Oui. Alors, les études, je suis au lycée. Je suis au lycée de Metz, je suis un bon élève, mais enfin, surtout tout à la fin et au milieu, j'étais un petit peu plus tourné vers le sport parce qu'on a eu un prof de gym qui était international de handball à Ivry et qui arrivait là à monter le handball à Metz. D'où l'explication actuelle que les filles de handball à Metz sont championnes de France depuis des années et échouent chaque fois
Et alors là, donc, mais ça a été, donc j'ai fait, le prof de sciences naturelles m'a présenté au concours général de sciences nat, mais enfin là, je n'étais pas préparé, bon, j'ai pas eu de prix, bien sûr. Et puis arrive le bac passe, et puis avec tous les malheurs que j'ai connus tous, ben, et encore déjà avec mon instinct d'élargir un peu mes connaissances dans un peu tout, j'ai fait sciences ex. Il y avait philo, maths, donc c'était déjà des filières, et sciences ex, c'était un peu resté dans le groupe général. J'ai donc fait sciences ex, et puis après je me suis présenté au PCB, mais même sans réfléchir. Dans ma famille, il n'y avait aucun médecin, rien du tout. Je fais le PCB, je suis major du PCB. D'accord. Première année de médecine, je suis major de la première année. Deuxième année de médecine. Alors là, vous êtes combien d'étudiants? 110 au PCB. 110, d'accord. Et à ce moment-là, donc... Et là, c'est pour Metz-Nancy, non pour le... oui, j'étais à la fac de Nancy. Voilà, c'est ça. Oui, il faut le dire. Oui. Le PCB, avant moi, la plupart allaient à Strasbourg. D'accord. Et donc là, ça a commencé un peu le rapprochement entre Metz et Nancy. Et donc, je suis allé à Nancy, au PCB, donc j'étais major. Deuxième année de médecine major aussi. Je passe l'externat, je suis major de l'externat. Et l'Académie de Stanislas de Nancy, qui est un peu un groupement qui groupe tous les intellectuels de la ville, comme l'Académie de Metz, décide l'année-là de remettre un prix à l'étudiant le plus méritant des 5 facs de la ville. Et puis moi, je suis nommé pour la médecine. Alors, mes parents étaient ravis, et moi, j'étais surpris. J'ai été nommé. Bon, pas plus mal. Bon. Et à ce moment-là, arrivé à ce niveau-là, je fais la 3e année, et en 3e année, je commence à avoir trouvé une écurie pour l'internat. Et avec 2 bons copains qui sont restés mes copains jusqu'aujourd'hui, j'intègre un groupe où ils sont à 6 ou 7, et très rapidement, au bout de 2 mois, ils me disent « Écoute, tu es trop jeune, il faudrait peut-être que tu prennes une autre équipe, nous on est déjà en route depuis 1 an ou 2. » Bon, alors mes 2 copains me suivent et on monte un groupe à 3 pour préparer l'internat. D'accord. On prépare l'internat, fin de 4e année de médecine, je me présente à l'internat, je suis reçu 2e du premier coup. Le premier, c'était son 3e concours. Bon. Et mes 2 copains, malheureusement, échouent de peu. Et alors, je leur dis, je refais une préparation entière avec vous, c'est-à-dire que j'ai préparé l'internat une 2e fois pour être en harmonie avec ces 2 copains qui m'avaient beaucoup aidé à l'avoir. Et c'est comme ça que donc j'ai refait ça, et avant de décider cette chose-là, quand j'ai passé l'internat, c'était au mois de juin, et les changements d'interne se faisaient en octobre. Et donc j'étais externe dans le service du professeur Kissel, qui était le grand patron de médecine à l'époque, et puis j'étais déjà abonné à la presse médicale et à la revue du praticien. Et alors, durant la visite, bon, comme on dit, je ramenais un peu comme à l'académie, je prenais souvent la parole, etc. Et puis le patron m'aimait bien, et puis un jour arrive un jeune type de 17 ans avec une hépatite grave d'origine, qu'on a cherché l'origine, etc. Ils n'ont rien trouvé, et puis le lendemain de son admission, il n'allait pas très bien. Puis moi, je préparais les externes, on faisait toutes les piqûres le matin. Dans mon dos, il y avait deux religieuses infirmières, c'était tenu par les religieuses. Avec leur cornette? Avec leur cornette. Et je les entends discuter et dire, c'est quand même dommage, ils devaient retourner au séminaire là, à la rentrée. Pouf, je fonce vers le gars, il était presque mourant, et je lui dis, mon gars, t'as fait une connerie, hein, tu voulais pas retourner au séminaire. Ouais, j'ai pris de l'amour au rat. Et il est mort le lendemain. Et moi, je l'ai signalé donc. J'ai dit, voilà l'origine de son hépatite. Il n'y avait pas de transplantation hépatique. Là, non, oui. Alors ça avait un peu marqué les esprits. Et puis à la fin du stage, le patron me dit maintenant, Monsieur Polo, la fois là, vous voyez encore, si vous voulez faire carrière chez moi, ma porte vous est ouverte. Je rentre chez moi, puis je dis ça à mon père qui fait... Et pour un Italien, d'avoir un fils chirurgien, la fois là, chirurgien, c'était chirurgien, c'était plus comme aujourd'hui. Oui, oui. Alors je lui explique l'histoire du patron, puis il me dit, bon, j'ai vu qu'il n'était pas trop content. Le lendemain, je retourne au service, et puis avant de monter à l'escalier qui menait au service, j'étais avec un des agrégés d'Ureux, et il me dit, alors Polo, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine?
Je dis, ben, je ne sais pas trop, le patron m'a proposé de rester en vue d'un clinica. Il s'arrête, il se tourne vers moi, il dit, mais Polo, un gars comme vous, ça fait chirurgie, ça ne fait pas médecine. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il avait repéré? Bon. Alors bon, ben, du coup, j'ai fait chirurgie. Voilà. D'accord. La réponse que tu me demandais. Je fais chirurgie et à l'externat, j'avais passé 6 mois en rhumatologie, 6 mois en cardio et 6 mois en chira chez M. Chalnou, on en reparlera, qui m'avait dit il faut faire 1 an d'urologie en pratique courante. L'urologie, c'est énorme pour un chirurgien en pratique courante. Donc là, on est en quelle année là, quand tu commences la chirurgie et tu commences ton internat? Oui, alors je commence mon internat, c'est bien simple. Le PCB, c'était en 55. Ouais. Alors, 59 alors 59, c'était en 59. Et donc là, vous êtes... Oui, ben en 59, oui, ce que j'ai dit, 59-2009, oui. Ouais. Et donc là, vous êtes combien d'internes en chirurgie à Nancy? En chirurgie à Nancy, ben, c'est bien simple. Le concours, là où j'étais deuxième, on était à 13 reçus. D'accord. En tout. Toute spécialité médicale. Pour chaque année, on sortait 13, l'année d'avant 10, mais 13 c'était le maximum. D'accord. Bon, donc on était peu nombreux. Donc ça voulait dire 3 internes chaque année en chirurgie. Oui, voilà, pas plus. Et donc là, vous vous connaissez tous. Ah, tous, mais bien sûr, c'est la grande famille, hein, bien sûr, on se connaît tous. Et alors, je suis interne en urologie. À l'époque-là, c'est intéressant comme il m'a signalé, à l'époque-là, la tuberculose représentait 30% de l'activité du service. C'est presque pas croyable. Et par contre, on ne faisait pas encore de prostatectomie radicale. Le cancer de prostate n'était pas opéré à cette époque-là. Et en Nancy, on ne faisait pas de cystectomie totale. Et on ne faisait pas non plus ce que j'ai appris chez CUS après, les remplacements d'urtères sténosés tuberculeux par une anse grêle, et l'agrandissement des petites vessies sclérosées ratatinées en les agrandissant, en adjoignant un segment d'intestin grêle. Donc, alors, à cette époque-là, donc, c'est de la laparotomie, on ouvre. Ah ben bien sûr. Avec une anesthésie finalement qui quand même est plus fiable qu'avant. Ah, déjà, il y a l'intubation. C'est ça, l'intubation est arrivée pendant la guerre. Ben, je racontais pour la chirurgie, c'est après la guerre. C'est la guerre qui a emmené l'intubation. Et le développement de la chirurgie thoracique, il y a eu 1 ou 2 essais avant qui étaient malheureux. C'est bien l'intubation qui a été, celui qui a inventé l'intubation, il aurait dû avoir le prix Nobel. Hein, c'est évident que l'intubation a permis, et là en urologie, bien sûr, les malades étaient déjà intubés, etc. Et tout ça par des infirmières anesthésistes. À l'époque-là, il y avait un seul médecin anesthésiste qui était le médecin anesthésiste personnel du professeur Chalnou. Et après, par contre, il y avait déjà l'enseignement pour les infirmières anesthésistes. Et elles étaient excellentes. D'accord. Moi, je me rappelle certaines infirmières anesthésistes qui avaient un peu Après, j'en ai eu un Claude Bernard chez moi. Elle connaissait ma façon d'opérer et tout. En fin d'intervention, c'était magique. Et puis hop, un petit coup pour relâcher la paroi. J'ai toujours refermé moi-même toutes mes parois et fait le pansement moi-même. Pendant ce temps-là, un malade dormait dans une autre salle. Je quittais, changeais. Voilà. Alors, donc, tu es interne en chirurgie et donc tu fais. En fait, il n'y a pas de spécialité chirurgicale. Oui, Tu dis, j'ai été interne en urologie, mais en fait... J'étais interne en urologie 1 an. Comme autre spécialité, il y avait la chirurgie infantile et puis l'ORL. Et autrement, il y avait les 2 grands services de Chira et de Chir-B où on faisait tout dans les 2 là. Mais en Chira, on faisait la chirurgie cardiovasculaire et en Chir-B, l'orthopédie. Donc l'orthopédie et en Chir-B, il y avait la neurochirurgie et ils avaient gardé les goitres. C'était en Chir-B. Mais ça veut dire par exemple que quand les chirurgiens finissaient leur internat, ils étaient passés dans tous ces services. Ils avaient tout vu. Ils avaient tout vu. Ils avaient tout vu. Et ils ne pouvaient pas tout faire, mais ils étaient initiés pour tout. Oui, oui. Parce qu'en plus, les 2 grands services, Chira et Chir-B, étaient de garde 1 jour sur 2 pour toute l'agglomération d'ancienne. Donc on avait des enclouages de col du fémur, on avait de la diaphyse fémorale, il y avait toute la traumatologie qui arrivait, donc on était formés. D'ailleurs, j'ai été en Allemagne chez Kumerle. En Allemagne, ils avaient gardé la chirurgie dite générale mais viscérale, plus la traumatologie. Et l'orthopédie, ils faisaient que de l'orthopédie froide, les Allemands. Et nous, on avait
on gardait à ce moment-là, mais c'était intéressant pour notre formation. Par contre, en urologie, il n'y avait que de l'urologie. Hein. Et alors, quand j'ai fini l'année d'urologie, j'étais bon, forcément jeune, mon sursis militaire durait encore 3 ans. Et il y avait la guerre d'Algérie. Là, tu reviens ensuite. Alors, je reviens au bout des 2 ans, et à ce moment-là, j'ai d'emblée la chira du professeur Challenot. D'accord. Et alors là, chez le professeur Challenot. Alors, chez Challenot, ben, il y avait déjà l'ambiance. La chirurgie cardiaque sans CEC avait débuté, donc rétrécissement mitraux. Et on avait beaucoup de Sarrois qui venaient. C'était le premier centre de chirurgie cardiaque de l'Est, hein, des Sarrois qui venaient se faire opérer avec le dilatateur de Brock. Hein, c'est-à-dire, bon, on fait une opération. Donc, Brock, c'est celui qui a inventé le dilatateur pour le rétrécissement mitral. Donc, donc là, on ouvre le thorax. Oui, on fait une petite thoracotomie latérale. Petite thoracotomie. Alors, je t'explique, parce qu'après, j'en ai fait avec Claude Bernard. Alors, on fait une petite thoracotomie, oui. Et puis on aborde donc le cœur, qui est battant, bien sûr, et il y a l'auricule sur l'oreillette. Oui. Alors, l'auricule, on fait une petite bourse autour de l'extrémité de l'auricule, on met un clan de Satinsky en dessous, et on coupe le sommet de l'auricule. Et à ce moment-là, avec le doigt, bon, on a le surjet qu'on a fait relier au serre-fil du truc. Et alors, il y en a un qui ouvre le clan, on met le doigt aussitôt, et puis à ce moment-là, ça ne saigne pas. Hein, oui, parce que c'est étanche. Oui. Et on repère où est l'orifice mitral, on voit à peu près la direction. Puis après, on retire, on ferme la bourse, et alors là, c'est étanche. Et on prend le dilatateur de Brock, c'est-à-dire c'est un espèce de téton comme ça, avec manœuvré par 2 pinces là, et sur ce téton s'ouvrent 2 petites fenêtres latérales. Et donc là, alors on met ça à la place du doigt, on rentre dans l'orifice mitral, et puis crac, on fait, et ces 2 fenêtres latérales provoquent des fois avec une insuffisance mitrale et tout ça, mais enfin, peu importe, le résultat était quand même spectaculaire. Il s'agissait d'élargir l'orifice mitral pour que le cœur marche mieux. Voilà. Et puis ensuite, on retire, on ferme, on coud. Comme je disais, c'était l'appendicite de la chirurgie cardiaque. C'était relativement facile. J'en ai fait après à Claude Bernard. Et alors là, chez Challenot, il y a donc ça, le début qui commence, mais quand même l'essentiel de l'activité du service, c'est le service de chirurgie digestive, où on a plein d'œsophages, puisque c'est des régions ouvrières où les grippes picolent, etc. Il y a plein d'œsophages, à tel point que celui qui allait devenir agrégé du service plus tard fait sa thèse sur les sténoses peptiques du bas œsophage. C'est-à-dire qu'on avait tellement de cancers de l'œsophage et de cancers de la jonction œsogastrique que pour certains, on se posait la question, est-ce une œsophagite peptique ou est-ce un cancer ? Donc c'est dire le nombre de cas qu'il y avait pour faire sa thèse là-dessus. Mais alors à cette époque-là, il y avait de la fibroscopie? Non, pas encore. Il n'y avait que le tube rigide. Là, c'est ça, le tube rigide. Ah, d'accord. Oui, il n'y avait pas... rien. Il n'y avait pas d'endoscopie souple, il n'y avait pas de scanner, bien sûr. Il n'y avait pas la lumière froide? Il n'y avait pas d'échographie, c'est venu après. Pour l'éclairage du fibroscope? Oui, pour l'éclairage, il y avait la petite ampoule du truc. Le tube rigide c'est ça, avait la petite ampoule au bout. Non, mais c'était artisanal. Il y a ça. Il n'y avait pas de chimiothérapie pour les traitements? Pas de chimiothérapie. Il y avait des rayons? Il y avait la radiothérapie. Voilà, c'est ça. Il y avait la radiothérapie. Et puis bien sûr, pas d'imagerie, pas de scanner, pas d'échographie, rien du tout. Tout était le côté clinique. La radio. La radio, pour les cancers de l'estomac, c'était Gutmann, la forme du truc, la différence entre l'ulcère et le cancer de l'estomac. Il décrivait bien un truc rigide là, l'ulcère c'était comme ci, comme ça. Et puis c'était une époque où encore on avait plein d'ulcères duodénaux. Je passe en face chez Baudard, où là le patron ne faisait plus de privé, il était assez âgé, il avait un pacemaker, c'était un humaniste, un philosophe qui était à l'Académie Stanislavs dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis qui à la fin du stage chez lui m'a remis toutes les revues qu'il avait publiées. Et puis il me dit, vous lirez si vous avez le temps, il m'a dit, et vous verrez que quand on prend de l'âge, pour peu qu'on soit intelligent, on devient forcément un philosophe triste. Alors j'ai dit, mais monsieur, parce que là c'était monsieur, hein, on disait, patron c'était monsieur. Bon, j'essaierai
de regarder ça de près et d'être pas trop triste quand je vieillirai. Bon. Et alors là, c'était l'orthopédie et la neurochirurgie. Il y avait 2 salles d'op aussi. Donc, quand la neurochirurgie n'avait rien à opérer, on faisait une prothèse de hanche du côté-là. Il y avait des prothèses de Moore déjà. Oui. Là, voilà. Bon, la prothèse de Moore. Et puis, il y avait surtout beaucoup des ostéotomies de varisation ou de valgisation pour les coxarthroses, pré-trucs. Quand le col était comme ça, on le remettait droit. Et quand il était trop comme ça, varisation ou valgisation. Également pour le tibia, les génuvarum, les génuvalgum, on faisait des ostéotomies, c'était intéressant. Et les thyroïdes se faisaient dans ce service-là. Les ORL ne faisaient pas les thyroïdes. On faisait les thyroïdes et les parotides dans le service. Il y avait des parotides aussi à opérer. Alors, la prothèse, ça permettait de remettre les gens rapidement sur pied. Oui, mais on avait que la prothèse de Moore, parce que Charney est venu plus tard, donc la prothèse de Moore qui se mettait donc dans le côté n'était valable que pour les fractures transcapitales. Oui, c'est ça, cervicales. Ouais. Cervicales. Absolument. Par contre, toutes les fractures pertrocantériennes, Voilà, tout ça, c'était du c'était matériel. L'ostéosynthèse, mais ça, on en fait, il y en avait. Mais le fait qu'on puisse mettre la prothèse de Moore, enfin la prothèse, ça a quand même changé la donne pour toutes ces fractures du col du fémur on a pu qui restaient immobilisées. Mobiliser plus vite, Voilà, oui, ça a donné la donne. Et par contre, les enclouages se faisaient, ça donnait des bons résultats aussi. Et les statistiques avaient quand même montré, parce que là, les soins post-opératoires et ensuite le milieu social dans lequel vivaient ces gens-là, on avait constaté qu'au bout d'1 an, une fracture du col du fémur sur 2 mourait, était morte. Ben oui. Ben oui, ils étaient opérés. Bon, voilà. Oui, oui. Et alors là, dans ce service-là, donc j'ai appris le côté orthopédique, les goites, les parotides. Ça m'a passionné, les parotides. Et, parce que là aussi, les ORL ne les faisaient pas. Et puis arrivé là, la 4e année, je retourne chez Chanot, en Chira. Et alors, excuse-moi de couper, mais les gynécologues, les naissances, les césariennes, tout ça, oui. Donc ça, c'était à part. Très bonne question. Alors la maternité de Nancy était de l'autre côté de l'avenue de Strasbourg à Nancy, et il n'y avait aucun opérateur à la maternité, donc les césariennes, c'est nous qui les faisions. C'est-à-dire que quand il y avait une césarienne à faire, ils appelaient en Chira, et l'un de nous traversait vite la rue et faisait la césarienne. L'histoire des césariennes appelées en urgence, tout ça, ça a duré jusqu'à quand? Ça a duré jusqu'à ce que des internes nommés au concours soient internes là et passés dans nos services de chirurgie générale. Et une fois qu'ils ont pris un clinica à la maternité, ils ont fait leur césarienne. Et alors là, en Chirac, quand je suis retourné, et c'est là, ça vaut le coup d'être raconté, ça a été le 2e centre de chirurgie à faire la circulation extracorporelle. Pourquoi? Parce qu'on avait eu en Chira un gros industriel de la Meuse qui avait un anévrisme de la crosse de l'aorte. Et on s'est dit, oh là là, c'est quand même casse-cou, on va l'envoyer aux États-Unis chez le spécialiste, je ne trouve pas le nom actuellement, mais enfin tu vas peut-être m'aider, un des grands de la chirurgie vasculaire américaine. Et alors l'industriel dit, d'accord, mais vous me donnez un de vos chirurgiens avec, je paye tout, l'avion, l'hôtel, m'accompagner, moi je ne parle pas un mot d'anglais, d'aller là-bas. Alors, le patron a envoyé Mathieu, qui était un de ses chefs de clinique et dont le père avait le service de cardio avant, un gars brillant, un très bon médecin. Donc, il a accompagné ce malade aux États-Unis et il l'a accompagné présenté dans le truc. Il a été opéré avec succès d'ailleurs, mais il est quand même resté là 15 jours ou 3 semaines. Et pendant ce temps-là, Mathieu a fait le tour des centres de chirurgie cardiaque des États-Unis. Il est arrivé chez Bacon, qui avait créé la première circulation extracorporelle. C'était un meuble qui était énorme, tout en métallique, avec le respirateur, c'était des lames, c'était super. Alors Mathieu lui dit, oh là là, mais il est formidable, votre appareil et tout. Et ils avaient déjà vu, les Américains, de l'au-delà, de la période d'après. Alors il dit à Mathieu, vous voulez les plans de cette machine-là? Mathieu dit, pourquoi pas? Parce que le frère de Frisch, le chirurgien vasculaire, était ingénieur à pomper dans l'industrie métallurgique. Oui. Et avec les plans, il a reconstitué la machine de Bacon.
Et alors, il fallait voir, il fallait la veille de l'utilisation tout préparer. Et ça, Mathieu a été sympa pour le service. Il a fait ça durant 1 an ou 2, le manœuvre de la bacon qu'on disait, parce qu'une fois que l'opération était finie, il fallait tout laver. Bien sûr. Mais bien sûr. on a commencé la circulation extracorporelle à ce moment-là, quand moi je suis arrivé D'accord. au service. Alors, tes mentors, finalement, c'était les deux Chalnot patrons. et Grosdidier. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça a été Donc là, c'est de la chirurgie générale, où tu peux... C'est de la chirurgie générale, mais j'ai donc été un peu initié là, par ma présence à toutes les opérations sous CEC durant 1 an. Et puis ça, j'avais humé un peu cette chirurgie cardiaque, mais surtout, c'était la chirurgie digestive qui était Ta préférence. mon essence même. D'ailleurs, ça se voit à l'académie. Hein. Ouais, ouais. Et alors là, à ce moment-là, le médecin anesthésiste de Chalnot rencontre à un congrès Madame Queblé, qui était major d'internat à Strasbourg, qui a fait anesthésiste et qui était l'épouse de Queblé, qui était installée à Metz dans le nouvel hôpital créé par les Sœurs de Pète. Il avait 110 lits. Uh-huh. Et lui, il était en concurrence avec Hollander pour l'agrégation à Strasbourg. Et ce Queblé, qui était vraiment un géant, il avait fait de la résistance, il a été chopé par les Allemands, il a failli être fusillé, il a fait 1 an de tôle, et en sortant à la libération, il a choisi le service de pneumologie, enfin il est arrivé en pneumologie, et puis il toussait, son patron lui dit crache-doir là-dedans, il y avait plein de BK, il était donc tuberculeux. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas les traitements qu'on a maintenant, il a été envoyé à Davos. À Davos, où là, forcément, comme il était un peu hyperactif à tout, Davos, ils avaient commencé la chirurgie thoracique, notamment les thoracoplasties, où on enlevait les 4 premières côtes pour que l'épaule, en s'affaissant, écrase les grosses cavernes. Les cavernes, non? Et puis, ils avaient commencé encore autre chose. Je crois les premières lobectomies et tout ça. Pour lui, passionné là-dessus, il sort de Davos, il retourne comme interne à Strasbourg. Et puis, il n'y avait rien à Strasbourg. Et alors, il dit à Philippe Fidès, qui était un neurochirurgien grec qui était enrôlé dans l'armée allemande, et au moment de la débâcle, il est resté à Strasbourg, et puis il a été le premier neurochirurgien de Strasbourg. Bon. Alors, Queblé me disait un excellent opérateur, formidable, tout ça. Il va voir. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette histoire? Oui. Ben, avec Queblé? Eh bien, parce qu'après, je vais être avec Queblé, moi, après. À Metz? Oui, pour t'expliquer pourquoi j'ai quitté Nancy. Alors là-dessus, Queblé lui dit, bon, ben, on pourrait commencer. Et à eux deux, ils créent la chirurgie thoracique à Strasbourg. Et lui est venu à Metz dans le nouvel hôpital créé par les Sœurs avec sa femme anesthésiste. Et alors sa femme anesthésiste rencontre l'anesthésiste du professeur Chalnot et lui dit, oh, mon mari, c'est fou ce qu'il a opéré et tout, il faudrait qu'il trouve une aide et tout ça. Et Picard, le médecin anesthésiste de Chalnot, ayant senti que le vent allait tourner pour moi, il dit, il y a un type très bien, Polo, qui est originaire de Metz, et ça, et il me met en contact avec lui. D'accord. Alors, bien sûr, je le vois, il me reçoit un peu fraîchement, comme ça, il dit, bon, bah, écoutez, là, je pars cet été, bah, essayez de me remplacer, là, durant 15 jours, et tout ça. Et bien sûr, le remplacement s'est fait avec comme anesthésiste sa femme, qui me regardait et tout. Et je me rappelle, là, j'ai fait un Wertheim, une opération que j'adore, de passer au-dessus de l'urtère pour avoir l'artère utérine, de la couper, ce qu'on appelle la manœuvre de Wertheim. Et bon, et sa femme a trouvé bon, que c'était pas trop mal. Et donc, en principe, le rapport qu'elle a fait à Queblé était satisfaisant. Et on tombe d'accord pour, à la rentrée, que je vienne chez lui. Alors là, tu vas... Je suis en fin de 4e année d'internat. En fin de 4e année? Oui, oui. Et en fin de 4e année, ça s'était passé donc, ça s'était passé vers le mois de mai, le mois de juin. Et puis à ce moment-là, j'arrive au service et je dis, tiens, j'étais à Metz, là, ils font des belles choses et tout ça et tout. Bon, et puis on attend encore un petit peu et tout. Et puis là, le patron, le chef de clinique, Mas, qui est allé à Lunéville après, va à Lunéville, la place était libre et Chalnot me dit, ben, vous pourriez remplacer Mas. Hein, si vous acceptez, c'est pas à moi à vous remercier.
c'est à moi, c'est vous qui devez me remercier pour l'opportunité que je vous donne. Et me nomme chef de clinique. D'accord. En cours de 4e année d'internat. Bon. Donc à ce moment-là, bon, ben, il est chef de clinique, je remplace Queblé de temps en temps et tout. Arrive la fin de la 4e année de médecine, d'internat, et en tant que chef de clinique. Et à ce moment-là, j'avais un fils et le deuxième était prêt à venir. Ma femme, qui était CAPES de physique-chimie, il était hors de question qu'elle n'exerce pas. Bon, donc une des solutions, c'était d'aller à Metz, où sa mère était veuve. Le mari avait été tué sur la ligne Maginot, là, bêtement, c'était un prof de gym. Et donc j'avais vu l'opportunité, si on se rapprochait de Metz, que ça faciliterait la carrière de ma femme, et puis que là, c'était un poste superbe à faire. Queblé, quand il est mort, il avait fait 7000 thoracotomies. Quand moi, je suis allé chez lui, il était à la 2000 thoracotomies. Donc, c'était quelque chose d'intéressant. Donc, je prends la décision, finalement, de quitter la fac et de m'installer à Metz avec Queblé. Et puis, il y avait aussi une autre raison, et puis bon, c'est un peu... En 4e au lycée, on a fait une rédaction qui était naître, vivre et mourir dans la même maison. J'ai eu 18 sur 20. Et donc, il y avait le fait comme de retourner au Bercail. Voilà, c'est-à-dire que donc, tu t'installes dans une structure à Metz, qui est une structure privée, religieuse. Privée religieuse, c'était les hôpitaux à but non lucratif. Et puis, donc, Saint-André qui venait de se créer, des Sœurs de Peltre, c'est qui sont à Metz. D'accord. Et elles avaient créé l'école de la Croix-Rouge pour les infirmières, et elles avaient donc l'école au centre de Metz, dans un ancien couvent, et comme elles ont créé cet hôpital pour faire l'hôpital d'application de l'école d'infirmières. Avec donc un plateau technique qui un beau plateau très technique. compétitif pour l'époque. Enfin, oui, alors un beau plateau technique avec donc on avait Madame Queblé comme anesthésiste, mais ce qui fait là j'ai appris beaucoup de choses. Le soir, la visite était passée un jour sur deux par l'un ou l'autre pour 110 lits. Mais il faut dire que les sœurs étaient honorées au nombre de journées. C'est-à-dire la facturation, il n'y a pas d'ici 9 jours, c'était 9 fois tel prix. Un poumon, il restait 30 jours les poumons, parce que les sœurs étaient payées 30 jours fois tel tarif, etc. Et nous, on était payés à l'acte comme au service de sécurité sociale. Et donc là, alors Queblé, donc, il fait de la chirurgie thoracique. Oui, oui alors, là, en deux mots, c'est facile. J'arrive à l'hôpital Saint-André et je suis un peu... le gars qui débarque, Queblé qui était un excellent opérateur, mais toutes les vésicules, il y avait un drain à lame pour les vésicules. Les hystérectomies totales, la tranche vaginale est restée ouverte avec un délbé pour drainer dans le vagin. Bon, moi j'ai apporté le redon, les premiers redons que j'ai mis, le Queblé, c'est fou s'il ne m'aurait pas engueulé. Bon. Donc j'ai apporté ça. Par contre, surprenant, Queblé, pour dire que c'était un gars truc, pour les cancers du col de l'utérus, il n'y avait pas de carcinologie. Il faisait venir le radium de Paris, que j'allais chercher à la gare, dans le petit truc. Et puis, j'ai installé, il m'avait appris, c'est moi qui le faisais, le truc de Regnault, l'espèce de ressort avec les deux petits bouchons au bout, où à l'intérieur, on mettait un tube de radium là, un là, puis il y avait un petit bouchon. Et puis... Mais alors, vous manipuliez ça Oui, là, mais je n'ai pas de radiodermite, on faisait gaffe, puis on faisait très vite. On faisait gaffe. Oui, on faisait gaffe. Et quant au col, on prenait une grosse sonde de Nélaton, on mettait le tube dans le fond, et puis après, à la distance voulue, on coupait avec un fil qui obturait la sortie, et ce fil était noué au col par une aiguille. Bon. Donc il y avait donc le radium dans le col et les deux paramètres avec le truc de Regnault. Alors les sœurs avaient quand même fait une salle où il y avait le plomb dans les murs. Non, mais elles avaient plein de sous, hein, les sœurs. Et la porte blindée. Les choses étaient faites dans les règles. Oui, les filles qui rentraient étaient bien protégées et tout. C'est que nous, dans notre hyperactivité, bon. Mais enfin, on a fait ça quand même. Et donc à deux, vous faisiez la chirurgie thoracique, la chirurgie digestive, la chirurgie gynécologique, les thyroïdes, les parotides. Oui, tout. Alors, les os. Ah ben bien sûr. Oui. Ben bien sûr, parce qu'on était de garde pour l'agglomération Messine toutes les 5 semaines.
c'est-à-dire c'est l'hôpital central, une clinique. L'hôpital, une clinique. Bon. D'accord. Et donc l'hôpital, ben, les fractures étaient mises en traction et opérées la semaine suivante. Et alors nous, à Saint-André, j'ai quand même obtenu, et ça c'est formidable, les sœurs ne regardaient pas, j'ai fait venir l'AOT, c'est-à-dire c'est le truc de Hernandez qui venait d'Alger, qui avait été le premier à monter des sondes et à opacifier la mésentérique, le tronc cœliaque, etc. Et le sériographe faisait, c'était une table, on mettait pour faire les aortos, parce qu'on faisait beaucoup de pontage aorto-fémoral et la chirurgie vasculaire distale. Les culottes aortiques ou pas? Les culottes aortiques, oui. Oui, qui ont été introduites qui avaient été introduites 15 ans avant par Roudot, en fait. Enfin, oui, alors l'appareil de radio là, on appelait ça l'AOT, c'est-à-dire le malade était couché sur le ventre et puis endormi avec une intubation, et puis je prenais l'aiguille par voie lombaire, je piquais dans l'aorte, et puis il y avait une machine qui injectait l'iode et qui en même temps faisait basculer la table, c'est-à-dire qu'il y avait 4 clichés sur l'aorte, 4 clichés sur les cuisses et 4 clichés distales. Donc on avait de très belles radiographies de l'état vasculaire de nos patients. Tout ça à Saint-André. Donc on était... Et Hernandez, on l'a fait venir le jour de l'inauguration de cette machine et il nous a montré comment monter les sondes et tout ça. Alors je me disais toujours, tiens, mais pour rentrer dans la mésentérique et tout ça. Donc j'ai fait quelques artériographies quand il y avait des hémorragies dont on ne trouvait pas la cause, voir s'il y avait des anévrismes du grêle et tout ça. Donc ce qui est surprenant, c'est vous montez la sonde par voie fémorale, et quand elle est en face de la mésentérique, tchac, elle rentre directement, vous n'avez pas à la rentrer, le flux sanguin emmène le bout de la sonde dans la mésentérique. Donc on pouvait faire des artériographies mésentériques et tout. Bien que notre activité à Queblé et moi à Saint-André était déjà très importante, Queblé accepte la proposition de Rupert, qui est un biologiste de Metz, de créer une clinique strictement privée cette fois, qui est la clinique Claude Bernard. Moi, je suis réticent, mais Queblé m'impose en me disant si vous ne venez pas, moi j'y vais seul. Bon, alors, finalement, j'accepte. Et à l'ouverture de la clinique Claude Bernard, il me dit là, chacun sera pour soi, il n'y a plus l'association, elle reste à Saint-André. Mais à Claude Bernard, chacun pour soi. Bon, forcément, ça me paraissait un peu surprenant et difficilement vivable, et l'avenir le confirmera. Toujours est-il que, à ce moment-là, dès l'ouverture de Claude Bernard, alors que l'activité commençait à être assez importante, Queblé, qui était en vacances, décide de revenir rapidement entre 2 semaines pour opérer 3 poumons qui étaient en attente, 2 cancéreux et un poumon tuberculeux. Alors, il arrive à toute vitesse, le soir, il roule, avec sa DS, il se plante dans un arbre, il se fait une fracture sous-trochantérienne du fémur droit, il se fait transporter à Saint-André, où on l'attend tous à 2 heures du matin, je le mets en traction, il me dit, fais-toi une anesthésie, qu'il dit à la sœur. Elle dit, mais non, vous avez mangé, docteur. Il prend le masque et il s'endort lui-même avec le masque, je le mets en traction. Le lendemain matin, il me dit, moi je vais aller en Suisse me faire un enclouage à ciel fermé, j'ai des copains là-bas qui font déjà cette technique-là. C'était une mauvaise indication, parce que c'était une fracture sous-trochantérienne avec l'enclouage centromédulaire. Ça n'assurait pas une stabilité suffisante du foyer de fracture pour obtenir une consolidation. Enfin, toujours est-il qu'à ce moment-là, moi je me retrouvais seul, Saint-André, Claude Bernard, les césariennes de Claude Bernard à faire, parce que le gynécologue qui était de l'école nancéenne ne faisait pas lui-même les césariennes. Et donc, c'était une hyperactivité absolument folle. Et Queblé me dit, pour les poumons, demandez donc à Frisch de venir là pour les 2 poumons. Alors, Frisch de Nancy vient, on était copains, Frisch et moi. Bon, il fait ces deux opérations, moi je l'assiste, tout va bien. Et pour le 3e poumon qui était tuberculeux, Queblé me dit, il vient avec le physiologue du sanatorium d'Abrèche-Villers, généralement il m'aide depuis des années sur tout ça, je lui demanderai de faire la lobectomie et vous de l'assister. Alors le jour venu, le pneumologue d'Abrèche-Villers arrive, moi je commence 2 ou 3 petites opérations, ensuite une gastrectomie, je termine à 11 heures, et je dis commencez à côté, et puis j'arrive dans la salle d'à côté, tout était prêt, le pneumologue est du côté des aides, et il me dit non, monsieur Polo, faites l'opération, et je fais donc la lobectomie.
avec un peu plus de temps que Queblé, bien sûr. On se retrouve au repas chez Queblé après. Il me dit ben, vous en avez mis du temps. Bon, c'était un peu son tempérament. Toujours est-il que le jour-là, j'ai fait une lobectomie. Et je dois dire que pour Queblé, on n'était plus des associés, on était devenus des concurrents. J'avais donc touché par obligation à son jouet, qui était donc la chirurgie thoracique exclusive pour lui. Et à ce moment-là, j'ai vu donc Queblé pour les fois suivantes, et ben, il venait opérer avec les cannes anglaises et il ne voulait pas lâcher le terrain. Donc moi j'étais à Claude Bernard, lui il était aux deux endroits. Et très rapidement, ce qui devait arriver est arrivé. Notre association a été dissoute, Queblé est resté à Saint-André. Moi je me suis retrouvé tout seul à Claude Bernard, où il y avait donc tout à construire. Et très rapidement, bon, j'ai acquis une clientèle personnelle importante, et au bout de 4 ans, alors que j'étais déjà presque à l'extrémité de mes possibilités, le biologiste dit mais il faut que j'obtienne un bon prix pour la réanimation, puisque tu fais des choses importantes maintenant, il faudrait que tu obtiennes un certificat de tes patrons pour dire que tu es apte à faire ça, parce que la caisse me dit mais vous voulez de la réanimation, mais qui va faire les grosses opéras Apollo? Bon, alors je demande à Nancy, à 2-3 de mes anciens collègues. Bon, ils m'ont fait des petits certificats de rien du tout. Et Rupert me dit, ça ne suffit pas, il faut que tu demandes à ton patron. Donc, je téléphone à mon patron, qui était en retraite à ce moment-là. Et il me dit, j'aimerais bien vous voir, monsieur. Ah bon, qu'il me dit, bah, tu viens tel jour. Alors, je me pointe, il ouvre la porte. Et puis, bon, c'est assez émouvant. Alors, je me mets assis. Et puis il me dit, alors tu veux me voir pourquoi? Alors je lui ai raconté en gros ce que je faisais à Metz et tout ça, il m'a bien écouté. Et il me dit, ben, tu reviens dans 8 jours, je te ferai un certificat. Alors là, bon, je suis allé. Tiens, moi je suis trop ému pour le lire. Ça résume un petit peu tout. Mais tu veux pas le lire? Bon, ben, je veux bien. Bon, enfin, le début, il dit plein de bien de moi, qui m'a beaucoup apprécié. Il possédait dès cette époque, quand j'étais chez lui, des qualités chirurgicales qui ont fait, à sa sortie de la faculté des hôpitaux, un excellent praticien et un chirurgien consommé. Depuis, il a affirmé par une brillante réussite à Metz ses qualités de clinicien et d'opérateur. Il pratique couramment, depuis de nombreuses années, toute la chirurgie lourde, notamment la chirurgie abdominale, digestive et gynécologique, ainsi que la chirurgie thoracique. Alors c'est là où c'est émouvant. J'estime, tant par les rapports que j'ai pu avoir avec lui, que par le témoignage de nombreux malades et les opinions de différentes personnalités chirurgicales, qu'il est un des chirurgiens les plus valables de la région Lorraine. Alors, autrement dit, il m'a donné l'agrégation que j'avais. Une belle reconnaissance. Voilà. Il m'a donné l'agrégation à laquelle je n'ai pas souscrit pour les raisons que je t'ai expliquées. Et alors avec ça, on a obtenu un prix donc, pour la réanimation à Claude Bernard. Et là-dessus, donc, le patron me dit, bah, maintenant, au bout de la 4e année, il faut que tu fasses la chirurgie. Ouais. Alors j'avais déjà commencé à Saint-André, quelques anévrismes sous les rénales, ligature d'un canal artériel. Bon, c'est facile, quoi qu'en principe, il faudrait le couper et faire 2 sutures, mais enfin là, on faisait une double ligature. Et puis donc la chirurgie vasculaire, les pontages aortofémoraux, quelques carotides. Et puis le cardiologue, qui avait une très grosse activité en ville, le docteur Hubert, et il m'a dit, mais écoute, il faudrait que tu fasses des rétrécissements mitraux. Et là, la partie est gagnée. Alors je téléphone à Mathieu de Nancy, celui qui était pour le bacon et tout. À ce moment-là, il était agrégé. Et je lui explique le truc. Il dit, bah, écoute, je vais venir t'aider. Donc il est venu à Claude Bernard. Et on a fait quelques rétrécissements mitraux. Et puis au bout de 3 ou 4, il me dit, bah, écoute, tu les fais tout seul. Alors j'ai fait quelques rétrécissements mitraux tout seul, dont l'une, je me rappelle bien, c'était une fille de ma rue étant gosse, qui avait aussi fait du RA comme ma mère, qui avait un rétrécissement mitral. Je l'ai opérée, et c'est que 10 ans après qu'elle a été réopérée à Claude Bernard pour mise en place d'une valve. Donc durant 10 ans, ça lui avait permis de vivre. Et donc tu t'es mis
comme si tu n'avais pas assez d'activité. Oui, tu comme fais- un. tu Oui, as fait, bon, oui, il faut le faire. Hein. Oui, qui aime bien Alors, châtie bien. Oui. donc tu es toujours seul. Progressivement, l'échographie arrive, les scanners vont arriver, et puis la célioscopie arrive. Oui, Et c'est là que tu fais l'infarctus. oui, je ne l'ai pas fait, fort heureusement. Ah, Alors, oui, alors à ce moment-là, on n'est encore pas à la célioscopie. Donc, à ce moment-là, arrive le moment où la CEC, l'appareil est devenu une valise banale qu'on peut porter à la main. bon. Bon. Et donc, à ce moment-là, moi, à Metz, pas con, comme dirait l'autre, on peut le dire, on a la possibilité d'avoir le truc, on trouve un motoriste qui venait de Paris, qui était compétent et tout, on le paye parfaitement bien, il accepte de venir aussitôt, et puis je prends un des 4 assistants, qui était le plus proche de moi et que le patron aimait bien, qui accepte de venir, mais il est quand même un peu trouillard, et il vient, et on démarre la CEC. La première CEC, c'est une communication interauriculaire qu'on fait, qui se passe très bien chez un jeune de 18 ans. Et donc, à partir de ce jour-là, je ne voulais pas que ça soit diffusé comme ça. Je demande rendez-vous à mon patron pour lui annoncer. Je ne voulais pas faire la même connerie que quand je lui ai dit dans le couloir. Que Oui. Alors, il me reçoit très bien, très gentiment, il m'écoute. Il me dit, bah, c'est très bien ce que tu as fait là, Polo. Parce qu'il tutoyait tous les gars plus petits que lui, et vous voyez ceux qui étaient plus grands que lui. Bon. Alors, c'est très bien ce que tu as fait là, Polo. De toute façon, la fac, c'est pas pour faire le train-train. Finalement, la chirurgie cardiaque que tu vas faire là, c'est devenu dans le domaine public, c'est bien. Bravo, qui me dit. La faculté est faite pour rénover. Et il avait raison, parce qu'aujourd'hui, on fait les pontages à cœur battant. Au lieu de faire la grande thoracotomie, on fait une petite thoracotomie. Bon, voilà. Donc, c'était un génie, ce patron-là. Donc, à la fin, si tu me demandes, comme les autres, quel est le personnage qui vous a le plus marqué, tu as déjà la réponse. Voilà. Alors, il me félicite, et puis moi, je rentre à Metz content. C'était le contentieux que j'avais avec lui. Et actuellement, le centre de chirurgie cardiaque, donc, que j'avais inauguré, ils font 1000 interventions cardiaques par an, y compris les TAVI. Oui. Bon, d'accord. Et à partir de ce moment-là, donc, moi, les 2 premières années de CEC, où c'était quand même des jeunes, je l'ai aidé. Donc, j'ai participé durant 2 ans à la chirurgie cardiaque. Dans mon tempérament, au bout de 2 ans, j'en ai un peu plein les bottes, c'est toujours pareil, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'adhérence. Quand on est dans un ventre, c'est toujours différent. Bon, passons. Et alors, au bout de 2 ans, où je l'ai aidé là, régulièrement, est sorti un décret comme quoi, dans toutes les spécialités qui se veulent spécialités, il faut qu'il y ait 2 chirurgiens. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, Paquier a été obligé d'accepter la venue d'un 2e chirurgien cardiaque, et moi j'ai abandonné donc cette partie-là, donc je me suis lesté de la chirurgie cardiaque, vasculaire, périphérique et tout ça. Alors, donc à partir de ce moment-là, c'était, moi j'avais, donc je participais, aussitôt arrivé à Metz, j'avais accepté un de mes confirmés, c'était dans le club Dominique Larrey, qui était le 3e club d'enseignement post-universitaire. Il y avait Ambroise Paré, il y avait Jean-Louis Faure et nous, où on allait 2 fois par an dans des services étrangers. Ah. Et très rapidement, une fois de plus, j'ai été rapidement nommé secrétaire général, donc c'est moi qui m'occupais de ces différents voyages. Et vous étiez combien de chirurgiens? Alors on était à 30 libéraux, tous des gars solides, anciens assistants, chefs de clinique. De chirurgie générale? Oui, à ce moment-là, c'était général, mais certains avaient une option orthopédique plutôt, parce que là, en pratique, dans tous ces hôpitaux périphériques, il y avait 2 chirurgiens qui savaient tout faire le courant, mais où l'un était plus os et l'autre plus viscéral. C'est ça. Alors, avec le club Dominique Larrey, j'avais pris rendez-vous chez Bérard, à Lyon, où je l'avais connu quand j'avais été avec le club chez Guilmin. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de voir la date, bon, enfin, peu importe, le Mouret, on avait appris
que Mouret faisait une ablation de vésicule sous célioscopie. Alors j'ai dit à Bérard, écoutez, on va venir avec le club chez vous, puis il avait succédé à Guillemin, faites donc venir Mouret pour qu'il nous montre ce truc. Alors on me dit, mais Polo, qu'est-ce que vous voulez? Mouret, moi je fais les vésicules avec une petite incision transversale, mais moi aussi, monsieur Bérard, petite incision transversale, ensuite trans droit, enlever la vésicule, bien sûr, les malades sortent au 3e jour, mais il y a du neuf à voir là-dedans. Il me dit, bon, ben, je vais demander à Mouret, c'était un copain de promotion. Alors on arrive chez Bérard et tout, et puis Mouret arrive avec son instrumentiste, puis sa petite cassette, il nous dit 2-3 mots, il nous montre le film. À ce moment-là, quand j'étais à Lyon, j'avais bossé comme un dingue, j'étais un peu fatigué, une fatigue anormale pour moi. Et puis je rentre à Metz, c'était en novembre, et puis à partir au mois de novembre, bon, il y a des choses qui m'intéressaient plus trop, moins qu'avant. J'avais cette espèce de truc. Et puis on se retrouve avec des copains dans un restaurant pour le Nouvel An, et puis je fais une valse sur la moquette, angine de poitrine, encore, évident. Et comme un nul, je me mets à table pour ne pas inquiéter ma femme et les autres. Je fume ma dernière cigarette en me disant c'est la dernière. Et je vais dès le lundi voir mes cardiologues à la clinique Côte-Bernard. Ils me disent on va te faire une épreuve d'effort. Allez, monte sur la tuche, je commence à pédaler. Oh, stop, stop, qu'ils me disent. Il y avait une sténose importante sur le tronc. Et à ce moment-là, il dit bah, écoute, on peut pas prendre le risque d'un stent. Si ça merde, t'es foutu, il faut te faire un pontage. Et le pontage, c'était le lundi, a été programmé pour le jeudi. Et je me suis fait opérer par Paqui, donc. Je ne suis pas allé ni à Lyon, certains ont dit « Oh, tu devrais te faire opérer à Monaco », j'ai dit « Vous êtes dingue ». Mon frère aîné avait été opéré 3 mois avant par Paqui, je me fais opérer par Paqui, qui était très minutieux, il faisait très bien, parce que ces pontages, contrairement à ce qu'ils font maintenant, là où se termine le pontage de la pointe, il préparait 3 points en attente, et quand il arrivait avec son surjet là, il passait les 3 points dans la pointe du truc, et c'était parfait. Excellent résultat. Et alors il me fait mon pontage, et puis tout se passe très bien. Comme il y avait déjà un début de sida par-ci, par-là, ils évitent de me transfuser. Et je ressors, je rentre à la maison, j'étais pâle comme un lin, j'avais 2,5 millions de globules rouges. Et là, j'ai constaté que toutes les semaines, on prend 500 000 globules rouges. Ils m'ont envoyé sur la Côte d'Azur, là, dans une maison, où les gens de Lyon ont envoyé leur cœur ouvert 48 heures après l'opération. Bon, il faut le faire, hein, c'était bon. Et là, je me suis rapidement rétabli, je suis rentré à Metz, et à ce moment-là, j'avais mon frère qui avait intégré donc Claude Bernard en 1983. Et mon frère a donc été en collaboration avec moi jusqu'à mon départ en retraite en 2009. Il était donc généraliste et urologue, donc il a tenu la boutique. Il a tenu la boutique, et au bout de 5 semaines, j'ai repris mon activité, alors que tout le monde pensait que j'étais écarté. Bon. Enfin, ça allait mieux. Ça allait mieux. Donc, j'ai été donc j'ai donc repris mon boulot, et bien sûr, à ce moment-là, j'ai fait venir un chirurgien digestif aussitôt, Chipponite Clermont-Ferrand. Mon frère s'est occupé de toute l'urologie, j'ai donc plus fait du tout d'urologie, parce qu'avant, je faisais des exenterations, donc plus d'urologie. En digestif, aidé un peu par Chiponi, mais enfin, les gastro-entérologues de la ville, il y en avait 5. Ils m'adressaient toute leur clientèle. Ils voulaient que ce soit moi qui opère leurs malades. Bon, peu importe. Et puis après, donc 1 an après, j'ai fait venir Vernia, un orthopédiste qui était dans une autre clinique à but non lucratif, qui était un ancien chef de clinique de Besançon, qui faisait très bien. Donc Vernia est venu, donc à ce moment-là, j'ai plus fait d'orthopédie froide, sauf que j'ai continué à faire les hernies discales, parce que lui, il ne voulait pas faire de hernie discale. Donc c'était un petit peu mon petit joujou, les hernies discales. Oh. Alors bon, donc lui, il s'occupe de toute l'orthopédie classique. 5 ans après, je fais venir une autre collègue qui était aussi dans un autre hôpital à but non lucratif, qui était plasticienne
Et bon, donc c'est elle qui s'occupait à ce moment-là de l'obésité, que mon frère faisait très bien, d'ailleurs des plasties mammaires, et toute la chirurgie, des petits boutons et tout ça. Donc tout ça, je l'ai abandonné. C'est ça. 5 ans après, un deuxième orthopédiste, et 5 ans après, en prévision du départ de la plasticienne, une perle, Madame Sellal, qui est donc une excellente plasticienne. Et puis c'est donc comme ça que petit à petit, j'ai levé le pied. J'ai levé le pied, mais toutefois en conservant une grosse activité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puis je vais revenir un petit peu après, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les 5 dernières semaines avant ma retraite, j'ai fait 3 DPC, qui sont bien passés. Et puis, donc, on peut se dire, mais cette hyperactivité, là, de faire un peu, de toucher à tout, il faut quand même pouvoir l'assumer. Eh bien, je crois que je l'ai assumé par mon boulot, parce que je t'ai dit que, déjà interne, j'étais à la presse médicale, la revue du praticien, à laquelle je suis resté fidèle jusqu'à ce que ce ne soit plus imprimé. Et puis, une fois que j'étais en pleine activité, j'étais abonné au Lyon chirurgical, à la revue de chirurgie orthopédique, au journal d'urologie, aux mémoires de l'Académie de chirurgie, avec notre ami Moreau, aux annales de chirurgie française. Hein, bon. Ah. Et petit à petit, ces revues-là se sont éteintes et il ne restait que le journal de chirurgie. Donc, de ces informations, disons, littéraires, aujourd'hui, je reste au quotidien du médecin et au journal de chirurgie. Et quand les revues françaises se sont arrêtées, je me suis abonné aux annales de chirurgie et voilà. Sur le plan technique, en fait, donc tu avais une très très grosse expérience des voies conventionnelles et tu vois arriver la cellio. Alors, bon, tu as vu Mouret et sa cassette sur la vésicule, mais ça ne suffit pas pour faire l'opération. Non. Et j'imagine que ça ne doit pas être si facile de changer son fusil d'épaule, si j'ose dire, après tant d'expérience. Enfin, oui, mais alors, ben oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas changé, mon fusil d'épaule, surtout que j'étais en menace, j'étais un coronarien. Oui, mais une fois que tu as récupéré, tu t'es mis à faire de la cellio. Ah non, parce que... Ah non. Ah non, parce que d'ailleurs, vis-à-vis de mes malades, je n'avais pas le droit d'être un chirurgien de cellio âgé qui a eu un pontage coronaire, alors que la chirurgie courante, je la faisais, donc tu es resté sur les voies conventionnelles. Oui, mais j'ai quand même fait toutes les cholécystectomies sous cellio. Ah, quand même. Bon, les grossesses extra-utérines sous cellio, la petite incise. Donc là, tu t'es petit à petit, oui. Tu as dû te former. Ah, j'ai pas été con. J'ai dit, si je n'avais pas eu l'épisode de Lyon qui a conduit à ce pontage coronaire, d'ailleurs là, je le dis pour tous ceux qui me regardent, je vis actuellement sur un pontage coronaire fait il y a 35 ans. Et j'engage mes collègues chirurgiens cardiaques à être un peu plus agressifs vis-à-vis de leur cardiologue pour refaire plus de pontage coronaire. Ça fait quand même 35 ans où je ne suis pas sous anticoagulant, avec une activité physique énorme que je fais 5 heures de jardin et tout ça. C'est quand même intéressant. Oui. Et là, il faut quand même qu'on revienne un peu à la chose. Les stents, c'est bien, mais le pontage coronaire reste quand même quelque chose qu'il faut visiter. Parce que avec les stents, il y a ces anticoagulants et ces choses, et avec l'âge, on est opéré de la prostate, d'un cancer de vessie ou d'un truc, il faut arrêter ces traitements-là, c'est quand même embêtant. Tandis qu'avec un pontage coronaire, on n'a que des antiplaquettaires. Bon, voilà, pour répondre. Mais bien sûr, je ne suis pas anti-cellio, mais là, j'en parlerai aussi, la dernière communication que je ferai, il ne faut pas non plus que notre métier, qu'on se mette au service d'une nouvelle technique. D'ailleurs, Belghiti l'a très bien dit dans le parcours des légendes. À la fin, Boudjema lui a demandé, alors le robot, tout ça, dans la chirurgie hépatique, il dit, il faut voir, mais ce n'est pas parce que le robot existe que forcément il faut l'adopter. Et moi, je dis pareil, ce n'est pas parce qu'une nouvelle technique arrive qu'il faut forcément l'adopter parce que c'est nouveau. Je crois que ce qui est bien et qui donne de bons résultats, avant de changer, de passer à une méthode soi-disant dite plus moderne, il faut un petit peu réfléchir.
l'intérêt du malade et la réponse économique des choses. Bon, enfin ça, on pourra en reparler, parce que là, on ne peut pas faire, on doit parler des cancers du rectum. Alors, qu'est-ce que tu... Pour toi, quand même, la célioscopie, elle a beaucoup d'avantages pour les patients, sur le plan économique éventuellement, non? Tu n'es pas convaincu? Non, je ne suis pas convaincu de la faire systématiquement. D'ailleurs, on va le voir pour la chirurgie du rectum. Hein. On va le voir pour la chirurgie du rectum, qui finalement, par la voie traditionnelle, et ce n'est pas que moi qui le dis, en Nouvelle-Zélande, dans d'autres écoles, on dit que la chirurgie, en fin de course, donne de meilleurs résultats, et surtout avec l'option que j'ai prise, d'éviter l'anus d'amont systématique, qu'on fait maintenant systématiquement, à cause de l'arrivée de la célioscopie dans la chirurgie du rectum. On va en parler. Je pense que c'est surtout. Ouais. Alors, je veux quand même dire, quand on se dit, mais tiens, comment ça se fait que Polo a pu faire tout ça, je me suis tenu au courant, parce qu'il y avait quand même les week-ends où donc, j'ai dit, aussitôt arrivé à Metz, je me suis donc inscrit dans le club Dominique Larrey, où nous allions visiter les grands de la chirurgie dans toute l'Europe. Voilà. Et alors, donc je réservais au printemps aller en Europe et en hiver en France. Alors, en Europe, on a donc eu le plaisir d'être reçu durant plusieurs jours chez Charnley, chez Van Dongen, qui avait succédé à Beruma, chez De Rome, à Gand, qui a été le premier à faire une greffe pulmonaire avec son frère en France, ou en Europe, Kumerlé à Mayence, qui était un type formidable, Rudler et Rohner qui lui succédaient à Genève, où j'ai vu Feduti faire la chirurgie cardiaque. C'était un Lyonnais qui était d'une adresse qui m'a marqué. Il opérait aussi bien de la main gauche que de la main droite. Ensuite, à Munich, à Madrid, dans l'hôpital où est mort Franco, à Istanbul, où la veille du jour où on est allé, ils avaient fait leur première transplantation cardiaque à Istanbul. Et chez Perachia à Padoue, et chez Valdoni à Rome. Et chez Valdoni à Rome, il y a quand même la petite histoire. J'ai fait ma thèse sur 500 cas de vagotomie, et Hollander avait organisé un colloque sur les vagotomies à Strasbourg. Oui, c'était la grande époque. Et puis là, j'ai vu les anciens patrons de la noix de Lille, qui était un géant, Antevla, Chalnot, bon, ci et ça. Et puis, Chalnot, il dit, viens voir ici. Il me présente à Valdoni, il dit, tiens, Valdoni, un de mes bons élèves, là, qui parle bien l'italien, je vais l'envoyer, là, quelques mois chez toi pour que tu lui apprennes plein de choses. Alors, Valdoni, c'était le seigneur, hein. Bon, il faisait tout, hein. Il faisait tout, comme De Rome, hein. Il faisait un rectum, un pontage, Chez De Rome, à Gand, il avait commencé par une fistule œsotrachéale qu'il avait refermée avec un lambeau de plèvre entre les deux. Après, il fait une fourche aortique. Après, il fait un rectum où là, ça m'a surpris. Il commence par lier les deux hypogastriques pour que ça saigne moins. Le périnée va pour cicatriser. Puis après, il dit, bon, maintenant, on prépare. Il fait une CEC, une malformation cardiaque chez un enfant. Il termine par une CEC à 4 heures de l'après-midi. C'était une époque comme ça. On était fous. On était fous. Ben non, pas fou, c'était que vous étiez les seuls à pouvoir le faire. Oui, mais c'était dingue. Et alors en France, j'ai eu le plaisir de voir Camé faire ses premières cystectomies totales. Il mettait 4 heures à disséquer, il mettait plein de clips pour qu'il n'y ait pas de lymphocèle et tout. Et c'était qui fait partie de l'académie, qui l'après-midi faisait l'anastomo. C'était formidable. J'étais chez Malafosse, chez Moreau, chez Le Tournel, chez Bourgeon à Nice, chez Guillemin à Lyon et ensuite chez Bérard. J'étais à Marie Curie, où on avait été très bien reçus, chez Guy Varche, chez Adloff à Strasbourg, chez Hollander et chez Blondeau pour les thyroïdes. Voilà. Donc toutes ces choses-là ont permis de me maintenir au courant des différentes spécialités que j'ai faites. Et donc, ça m'a permis, en pleine activité, et là j'avais les statistiques par le labo d'anatomie où j'envoyais tout, en plein truc, je faisais 250 cancers du sein par an, 140 thyroïdes, 3 ou 4 parotides,
bon, dans la truc. Et puis, je faisais quand même aussi toute la traumatologie. Le fils du cardiologue qui s'était fait une fracture fémorale, il a dit non, vous le transférez à Claude Bernard, je veux que ce soit Polo qui l'opère. J'ai fait un enclouage à ciel fermé. Bon, et j'ai été le premier à Metz à mettre une prothèse de hanche sans ciment, c'était une prothèse de Stuttgart. Enfin, tout ça pour dire que dans le feu de l'action, on a fait plein de choses. Alors, et donc, oui, alors, la paroscopie. Alors, on non, mais là, tu as dit ce que tu en pensais, mais tu fais la part des choses entre finalement les avantages que ça peut apporter, mais finalement que sur le plan du chirurgien, ça n'apporte pas que des avantages. Oui. Parlons du cancer du rectum. Voilà, alors maintenant on va terminer là-dessus. Peut-être pour resituer les choses, le cancer du rectum, on l'opérait, et puis ensuite on a dit, non, on va l'opérer, mais avec des rayons après. Ensuite on a dit, non, on va faire les rayons avant, puis on l'opère. Puis ensuite on a dit, on va faire la chimiothérapie avec les rayons avant de les opérer, et puis maintenant on dit, il y en a certains, est-ce qu'il faut vraiment les opérer? Voilà pour resituer un peu les choses. D'accord. Alors, quel est ton point de vue? Alors mon point de vue, c'est bien simple, tu as évoqué un peu tous les problèmes principaux. Il y en a un que j'ai oublié dans mon exposé, de notre activité à Claude Bernard. J'avais un radiothérapeute qui était radiologue, et puis qui aurait voulu faire chirurgie, mais il n'a pas pu, c'était un ancien d'Alger. Et il a introduit à Claude Bernard la chimiothérapie intra-artérielle, qui était quand même, à cette époque-là, je trouvais ça formidable. Ah ouais. Donc on a fait ensemble la chimiothérapie intra-artérielle pour les pancréas, et on a vu que les douleurs disparaissaient dès le premier jour. Bon, puis après ça a été abandonné. Et ce qui m'intéressait dans la chirurgie du rectum, parce que à cette époque-là, on voyait des rectums stade 4, aujourd'hui ça ne se voit plus. Les rectums qu'on opérait à Saint-André, c'est nous qui faisions le diagnostic. Quand un malade saignait, les médecins nous envoyaient les malades. Bon. Il n'y avait pas de gastro-entérologue spécialisé. Et alors, la chirurgie intra-artérielle pour ces gros rectums-là m'a intéressé à ce moment-là, parce qu'en faisant de la chimiothérapie intra-artérielle, en fonction de la localisation, si c'était un rectum postéro-latéral, on faisait une fois une chimio à travers la mésentérique inférieure et par l'iliaque, c'est-à-dire latéral. L'hypogastrique. Et on a constaté que la tumeur fondait d'une façon importante, ce qui fait qu'après on pouvait cibler par la radiothérapie une tumeur plus petite, comme on a fait dans les cancers du sein, et avec de la chimiothérapie en plus, obtenir, pas souvent, mais on pouvait obtenir de temps en temps des opérations conservatrices, grâce à ces techniques-là. Et puis on a essayé d'obtenir de la caisse et tout, puis finalement les oncologues ont dit mais c'est de la connerie, parce qu'ils ne les faisaient pas. Oui. Avec les nouvelles chimios qu'on a, c'est une méthode... Ça va tout régler. Bon, donc on a dû arrêter. Mais c'était quand même quelque chose d'intéressant. Avant de faire la chirurgie des rectums, qu'on soit bien d'accord, et puis là c'est une réponse, la cellio, la chirurgie classique et tout, je vais te signaler quand même un truc qui m'a marqué. On a été à Nancy une fois, l'Académie de chirurgie a été délocalisée à Nancy une fois, et puis là, l'agrégé nous a fait un topo sur la rectocolite hémorragique, qui était la question d'internat qu'on avait fait et tout. Et elle a quand même dit à un moment donné, bon alors, quand on est emmené à intervenir et à faire une colectomie, on fait systématiquement, on termine par une anastomose iléo-anale, on ne conserve jamais le rectum. Alors, il y avait Richard Villet qui était à côté de moi, il dit, bon, c'est tout. Puis, après la séance, on se retrouve pour un petit pot. Et puis, je l'aborde, je dis, écoutez, voir madame, il y a quand même dans les rectocolites, de temps en temps, vous avez une jeune femme de 29 ou 30 ans qui fait une poussée aiguë qu'on n'attendait pas, et où on est obligé de l'opérer en urgence, qu'elle perfore aussi et ça, et chez laquelle le rectosigmoïde est confortable. Je dis, moi, j'ai toujours conservé, dans ces cas-là, le rectosigmoïde, l'anastomose, donc à ce moment-là, iléo-sigmoïdienne basse, et ensuite surveillance de ce qui restait, la cortisone, les traitements, et on peut éventuellement avoir 5, 6 ans ou 7 ans de plus, si je donne une femme, qui va pouvoir accoucher, avoir des enfants et tout ça. Voilà, alors maintenant, on va passer au rectum, et là, bon, bien sûr, tu sais que j'ai intervenu plusieurs fois sur les rectums. Moi, je suis en retraite en 2009,
Et à ce moment-là, je dis, bon, je suis en retraite, mais comme je t'ai dit là au début, j'ai quand même pas lâché la chirurgie, et surtout la chirurgie ne m'a pas lâché, parce que Christian Meyer de Strasbourg m'a dit, il faut que tu te présentes au conseil d'administration de l'AFC, pour représentant libéral pour le Grand Est. Bon, j'accepte. Donc je participe, enfin, il n'y en avait pas souvent, quelques séances par an, et c'était toujours un mercredi, jour où il y a les séances de l'Académie de chirurgie. Philippe Marr qui me dit, écoute, il faut que tu rentres à l'Académie, il faut que tu rentres à l'Académie. Pour rajeunir les cas, tu penses. Bon, d'accord, ben, j'étais tout à fait heureux. Et alors, j'étais copain, donc Marr m'a fait rentrer. Et puis, je me suis donc présenté en 2016, et j'ai été reçu, bien sûr, à l'Académie, comme membre associé. Et il fallait faire une communication, comme tout nouveau. Et je fais ma communication. Donc, ma communication était, doit-on continuer à imposer une stomie d'amont systématique à la fin d'une opération pour cancer du rectum? C'est ça. On est bien d'accord. Et alors, à cette époque-là, toute communication était discutée par un membre. Et alors, donc, je fais ma communication. Bon, ça porte lieu à des discussions par-ci, par-là. Et il y en a qui disaient, bah, c'est très bien ce que vous dites là. Et puis, d'autres qui disent, bon, alors finalement, j'ai répondu à toutes les questions. Alors, le principe dans cette communication, qui était le principe, donc 500 cas, je signalais que l'école de Louvain, en Belgique, avait fait 100 patients identiques, hein, avec stomie, et d'autres sans stomie, sans stomie. Et qu'à la fin du compte, les résultats étaient à peu près les mêmes, mais les complications étaient plus graves quand on n'avait pas fait de stomie. Et que par contre, dans l'autre cas, avec iléostomie, les complications étaient moins graves, mais le malheur veut qu'en refermant une iléostomie, ils ont eu un mort dans cette catégorie-là, et pas dans l'autre où ils ont arrivé à s'en sortir malgré les complications. Mais alors, quelle conclusion tires-tu, toi, de ton expérience? Eh bien, de mon expérience, je l'ai faite là-dedans, d'après mon truc. Alors, je me suis dit à ce moment-là, eh bien, c'est bien simple. Pour avoir des résultats moins graves en cas de stomie, eh ben, on va faire ce que disent aussi les Hollandais qui avaient créé le score de Doulk, c'est-à-dire de voir quels étaient les signes précurseurs d'une fistule. Et ils avaient bien décrit que les premiers signes étaient cliniques, c'est-à-dire que le soir de l'opération, le malade est dans son lit sans anus. Vous passez la visite à docteur, merci de ne pas m'avoir fait d'anus et tout. Je dis, attendez, je vous ai prévenu, il faut voir comment ça va évoluer. Et je passe le soir suivant, le matin, un petit bonjour, le soir, je passe la visite. Le malade est moins exubérant que la veille, il a un petit clocher fébrile, les urines, il y en a moins. Il est un peu dyspnéique, clocher thermique, et je me suis dit, ça, il risque de faire une fistule. Je le fais descendre au bloc opératoire le lendemain matin à 7 heures, et je lui fais un anus transverse droit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le transit n'a pas été rétabli, et on est donc dans le cas de ceux qui font systématiquement une protection, quelle que soit la qualité de leur opération. Et à ce moment-là, bon, ben, il y a l'anus qui est là, et puis antibiotiques, bien sûr, et puis on surveille. Et je faisais faire un scanner 4 jours après pour voir s'il n'y avait pas de jus dans le ventre, etc. Bon, tout se passait bien. Généralement, ça se passait très bien. Et donc, je refermais l'anus 2 mois après avoir vérifié par l'ipiodol et par l'anus, que par l'anus, de voir. Bon, souvent, il y avait une petite, mais ça, tout le monde l'a eu, hein, de temps en temps, une petite fistulette borgne, bon, le truc. Et je refermais donc ma colostomie droite. Et les malades, durant ces 2 mois-là, étaient revus régulièrement au début tous les 8 jours, ensuite tous les 15 jours, pour dilater l'anastomose, parce qu'en l'absence de passage de sel, ça a tendance à donner une cicatrisation un peu rétractile. Donc avec le doigt, si c'est un peu plus haut, avec les bougies d'égard des gynécologues. Et je dois dire que jamais je réintervenais
comme ça a été dit après, ben, on va voir, si on voit que c'est pas bien, on va voir, on aspire, on fait un petit peu, parce que j'avais gardé en idée ce qu'avait dit notre ami, bon, je vais retrouver le nom, que la cicatrisation se fait autant par dehors, le péritoine, que par dedans pour les anastomoses, et que si on va à ce moment-là, au 2e ou 3e jour, aller vérifier s'il n'y a pas trop de trucs, on supprime certaines adhérences protectrices d'une préfistule par l'accolement de l'épiplan ou d'autres choses à côté. Donc, jamais de réintervention précoce, et en principe, en faisant comme ça, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie. Et donc, j'ai fait à peu près 10% d'anus comme ça. Autre chose, je n'ai jamais fait d'iléostomie de ma vie. J'ai toujours considéré que l'iléostomie, quand on fait l'iléostomie, ça supprime le côlon droit avec le microbiote. Je trouve que l'appareillage d'un anus colique est plus facile que l'appareillage d'une iléostomie. Et donc, ça a été un peu mon principe, compte tenu de ce que je viens de dire, que systématiquement, en fin d'opération, si l'anastomose ne me plaît pas, je ne fais pas comme certains, si l'anastomose ne me paraît pas trop bien, je fais un anus en amont. Non, si l'anastomose ne plaît pas, tu la recommences. Tu ne fais pas un anus ne rend pas une mauvaise anastomose meilleure. Elle reste telle qu'elle est, et donc on recommence son anastomose. C'est quoi une anastomose qui ne te plaît pas? Ah ben pas à moi. Non mais c'est des confrères qui me disent, je ne suis pas tout à fait sûr de la valeur. Ça t'est arrivé que ça soit un peu plus difficile que prévu, que ça tire, que ça t'est arrivé de refaire l'anastomose? Oui, ça t'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé, donc, je terminerai là-dessus. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Et c'est comme ça que j'ai arrêté l'anastomose transsuturaire, pour la bonne raison que dans l'anastomose transsuturaire, il y a l'oreille latérale qui n'est pas très bien vascularisée. Si on faisait une capillaroscopie de l'oreille latérale, on verrait qu'elle n'est pas très bien vascularisée. Et en plus, et ça Denost l'a bien dit, quand on fait 2 applications pinces et qu'on a 2 oreilles, on a plus de fistules que si on fait qu'une seule application. Ce qui prouve quand même bien que c'est une des raisons des fistules qu'on a actuellement dans la chirurgie du rectum, qui même dans les bonnes écoles vont de 12 à 25% de fistules. Alors moi je trouve ça intolérable, alors qu'en faisant soigneusement son travail par la parotomie, puis je reviendrai là-dessus, on arrive à faire des anastomoses qui sont sécurisantes et pour le patient et pour l'opérateur. C'est-à-dire que quand je regardais dans ma statistique, oui, dans les 10%, il y a peut-être 2 ou 3 anus que j'ai fait par trop de prudence, il y a peut-être un peu moins bon, peu importe. Alors, j'avais constaté quand même que la plupart des fistules étaient, tant que j'ai fait durant 1 an ou 2, ces anastomoses transsuturaires qui ne m'ont jamais plu, pour 2 raisons, à cause de l'oreille, que je viens d'expliquer, et que d'autre part, l'introduction de la pince par le bas, et notamment en célioscopie, par un aide-opérateur, moi c'était toujours mon infirmier anesthésiste qui faisait ça à merveille, quand il arrive par le bas sur l'anastomose transsuturaire, celui du bas, on lui dit pousse un petit peu. Bon, en poussant un petit peu, la paroi gastrique, la paroi rectale est un peu amincie sur le rebord de l'enclume. Tu es bien d'accord avec moi? Et à partir de ce moment-là, quand on met le côlon avec sa petite bourse là, et qu'on ferme, on fait la ligne anastomotique, la muqueuse n'est plus toujours intacte. Donc, comme je l'ai dit à la séance sur les cancers œsogastriques, les fistules sont toutes d'origine ischémique. Et là, dans l'anastomose transsuturaire qu'on fait sous célioscopie, le nombre de fistules qu'on a, c'est parce que l'anastomose n'est pas bien vascularisée. Alors on me dit, oui, mais maintenant les jeunes et tout ça, ils ne savent plus, ils arrivent mieux à disséquer sous célio, donc ils ne savent plus disséquer sous célio, qu'ils fassent leur dissection sous célio, et après, en fin de course, qu'ils demandent à l'anesthésiste de redonner un petit coup de mou, ils font un petit Pfannenstiel, ils écartent et ils terminent l'intervention à la main, la façon que j'ai décrite. Donc, explique-nous. Alors,
L'anastomose à laquelle je suis venu à ce moment-là, toujours sous l'aparotomie, même à l'Académie de chirurgie, on a certains chirurgiens qui m'ont donné raison en disant que dans beaucoup de pays, on dit que sous l'aparotomie, on a de meilleurs résultats, mais on n'ose pas le dire aujourd'hui, ça fait vieux zozo si on dit qu'il faut. Alors, sous l'aparotomie, donc je fais ma dissection, tout ça. Premièrement, je ne sectionne jamais la mésentérique à son départ, je la sectionne après le départ de la colique gauche. Et je vais quand même chercher l'origine de la mésentérique pour enlever les ganglions, qui seront analysés en aperçu. Ensuite, je fais ma dissection, et quand j'arrive, bien sûr, en pré-sacré, tout ça à la main, et quand j'arrive sur le plan des urtères, je m'exclus toute coagulation électrique. Je fais avec des petits clips, de façon à ne pas introduire une petite zone de nécrose dans le fourreau rectal en bas. Et je descends donc ma dissection avec le mésorectum. Un de mes radiothérapeutes disait, t'enlèves toujours tout le mésorectum. J'ai dit, je ne sais pas opérer le rectum sans enlever tout le mésorectum, pour la bonne raison que si, pour les cancers du rectum un peu haut, on se dit, oh, ben, si on est 4 cm en dessous, on peut garder ce qui est en dessous. Erreur majeure, d'abord, 4 cm sur du digestif, ça peut être 5, ça peut être 3. D'autre part, si on s'arrête à mi-hauteur, on est dans la zone moyenne du rectum qui est mal vascularisée, et Regimbaud Damien l'a très bien démontré dans un journal de chirurgie il y a quelques années. C'est l'endroit, de passer le relais, où la vascularisation mésentérique passe le relais à la vascularisation de l'hypogastrique. Et Regimbaud a très bien démontré que des fois, cette zone-là, elle est mal foutue. Comme quand on course le relais, il laisse tomber le relais pareil. Donc, il ne faut jamais faire d'anastomose sur le rectum moyen. Et ça, alors, je comprends maintenant que dans une des séances de l'Académie, où lui a dit, sur le rectum moyen, toujours un anus de protection. Voilà la raison pourquoi il ne faut pas faire d'anastomose. Et donc, il faut descendre en bas et arriver dans la partie terminale du rectum qui est hyper vascularisée. Quand on a fait de la traumatologie commune, on voit de temps en temps là, des plaies du périnée et tout. Qu'est-ce que ça peut saigner, une plaie du bas rectum? Donc, moi, je suis donc pour l'anastomose, toujours basse, même si c'est plus haut, parce que j'ai réopéré des malades où on avait laissé un petit bout de mésorectum, ils font une récidive locale 1 an après. Là. Donc tu parles d'anastomose colorectale basse ou oui. colo-anale? On y est, j'y arrive. Alors je descends donc pour être en dessous, très basse, disons, un rectum qui est à 5 cm de la marge anale. Moi je suis déçu de voir qu'on fait des colo-anales pour un rectum situé à cet endroit-là. On doit faire, bon, peu importe, on verra. Alors je descends, et puis j'arrive à un moment donné au rectum qui est tout en bas, en sachant qu'on y accède. J'ai toujours entre les jambes une aide avec la valve de Leriche qui a été un peu modifiée par mon patron aussi, qui est moins lourde, et qui suspend le bloc prostato-vésical chez l'homme et l'utérus chez la femme de façon à verticaliser la paroi postérieure du vagin. J'ai vu trop souvent dans des séances de démonstration blesser le vagin à cet endroit-là, parce qu'on ne tire pas vers le haut tous ces trucs. Et donc à ce moment-là, je descends toujours sans coagulation, de façon à ce qu'il n'y ait pas la moindre nécrose sur la coquille du bas du rectum. Et à partir de ce moment-là, je demande à l'aide d'introduire l'enclume sur un rectum ouvert. On est bien d'accord. Et à ce moment-là, je prends une aiguille avec un fil non résorbable, et avec l'aiguille, de dehors en dedans, j'utilise l'enclume comme nos mères utilisaient les œufs pour épriser les chaussettes. Donc, je commence d'un côté, je fais, en appuyant toujours l'aiguille sur l'enclume, j'en fais. Tu fais une bourse. Tac, tac, je fais une bourse. À partir du moment où la bourse est faite, je demande à l'aide de sortir le téton et de retirer sa pince. À ce moment-là, je fais ma bourse sur un tissu entier, bien vitalisé, épais. Je fais ma bourse et le fait de retirer la pince fait que j'ai du tissu
je le monte avec mes mains comme si je faisais une culotte de golf. En ce qui concerne en haut, le côlon, pareil. Et donc, pour le côlon, j'ai régulièrement, quand le sigmoïde est long, et d'ailleurs c'est presque chaque fois le cas, il suffit de décoller un petit peu, j'ai assez d'étoffe d'avoir par le mésosigmoïde qui est vascularisé en partie donc par la collie gauche qui supplée. Pareil, je mets donc le marteau dedans, et pareil, je fais ma bourse en mettant du tissu collique pour que ce ne soit pas tendu. Et à partir de ce moment-là, j'agrafe le marteau sur l'enclume et je dis à mon aide, tu visses, tu fermes, il ferme, il ferme, il ferme, et on voit très bien l'anastomose termino-terminale se faire sur 2 tissus épais. Clac, tu fais, il sort, puis là je m'arrête un petit peu, lui il défait les 2 rondelles. Hubert, les 2 rondelles sont chaque fois très épaisses. Si la rondelle n'est pas épaisse, je recommence. Bon. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon ben, et là j'ai vu diminuer petit à petit les fistules parce que j'anastomosais 2 éléments bien vascularisés, qui est le côlon qui a l'apport de la collie gauche et le bas qui a l'apport des hypogastriques. Et pour confirmer un petit peu la véracité de ce que je dis là, j'ai eu 3 patients, bon, un patient qui est l'ancien boulanger, le père de mon voisin. Il me dit, oh, mon père, au point de vue du rectum, il y a un problème, qui est ça, bah, tu me l'emmènes. Il rentre dans mon bureau, ça sentait la nécrose néoplasique à bout de nez. Radiothérapie plus chimiothérapie, c'est un truc, et j'ai pu lui faire une anastomose colo-sus-anale, sans anus d'amont, et il est continent. Deuxième cas, mon ancien facteur, cancer du rectum découvert à l'hôpital, on fait ci et ça, il a radiothérapie plus chimiothérapie, puis juste avant, le chirurgien, avant de l'opérer, il dit, il faudrait demander au gastro-entérologue où est situé le truc. Et la réponse vient, oh, bah, c'est à 2 cm de la marge anale, il faut faire une amputation. Sa femme lui dit, va donc voir le docteur Polo, je regarde tout. Je lui fais une anastomose colo-sus-anale, comme je viens de décrire. Il est mon aide jardinier maintenant, ça fait 10 ans, il va à la selle normalement. Je n'ai jamais fait de réservoir non plus. Et ça a été dit ces dernières années. Oui. Le réservoir, la petite jambe du J, le bout n'est pas bien vascularisé. C'est pour ça qu'on a 8 fois plus de fistules avec le réservoir. Donc je n'ai jamais fait d'iléostomie, je n'ai jamais fait de réservoir. Bon, c'est ma position. Maintenant, chacun me jugera comme il l'entend. J'ai une question, pour finir, une question subsidiaire, si j'ose dire. Tu complètes par une épreuve au bleu ou même non. pas? Non. Mais même quand il y a les oreilles, l'épreuve au bleu ne veut rien dire. La nécrose se fait au 5e jour. Oui. Donc jamais de bleu. Par contre, c'est la qualité des rondelles, moi, qui m'intéresse, et la qualité de la vascularisation du côlon qui est descendu. Alors je termine toujours, je péritonisais la partie droite, je laissais un redon 24 heures pour être sûr qu'il n'y a pas de truc là-dedans. J'ai eu à opérer une femme connue à Metz qui avait une sigmoïdite pseudo-tumorale, mais vraiment comme il n'y en a plus, les jeunes aujourd'hui ne voient plus. C'est les opérations les plus difficiles qui soient. Elle m'avait fait promettre qu'elle n'aurait pas d'anus. Bon, j'ai essayé. J'ai disséqué, j'étais tellement en bas du truc, la collerette en bas était tellement petite que je n'ai pas eu moyen de faire la technique que je viens de t'expliquer. J'ai donc fermé avec un fil résorbable la tranche du rectum qui était juste au-dessus des hémorroïdes. Je lui ai fait un anus gauche, je lui ai bien expliqué. Dans 6 mois, je vous réopère. 6 mois après, j'ai réopéré. Il y avait peu d'adhérents, je me suis très bien débrouillé. Je suis arrivé en bas sur la cicatrice. J'ai dégagé mon moignon rectal, tel qu'il est là, en essayant de ne pas trop le peler. Et j'ai demandé à mon aide de pousser son enclume. Il dit, mais je dis, ben oui, tu peux pas être plus loin, puisque malheureusement c'est fermé à cet endroit-là. Et une fois qu'il était là, il a sorti, fait ma technique, tac, j'ai fait l'anastomose termino-terminale, sans anus
d'amont, elle est sortie au 8e jour. Donc on peut descendre très bas, à condition de ne pas laisser tout à la cellio et de savoir que la cellio c'est parfait, mais dans certains cas, l'intérêt du malade doit primer. Voilà, merci encore de m'avoir écouté parce que je suis un peu détestable quand je parle de choses qui me passionnent. Mais tu vois, on t'a écouté, je ne sais pas combien de temps, mais c'était passionnant. Voilà.